Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h dont elles sont les faits marquants. Une réunion de coordination pour préparer la cérémonie d'inauguration de la zone franche et industrielle de Djibouti s'est tenue ce matin à l'Institut diplomatique. Et au Yémen, reprise des négociations de paix selon l'émissaire de l'ONU. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. L'exécution des projets financés par la Banque africaine de développement et la bonne utilisation des fonds alloués ont été ce matin au centre d'une réunion de concertation entre des représentants de la Banque africaine de développement et les responsables du financement extérieur du département des finances. Cette rencontre s'est déroulée à la salle de conférence du Kepensky Palace Hotel. Elle a été co-dirigée par la secrétaire générale du ministère des Finances, Mme Mariam Hamadou, et le directeur du financement extérieur, M. Ali Mohamed Ali Gadili. Y ont également pris part plusieurs cadres et hauts responsables de diverses autres institutions publiques bénéficiaires des projets par la Banque africaine de développement. L'objectif recherché étant été de faire le point sur l'exécution des projets de développement. Dans son intervention, l'expert de la Banque africaine de développement s'est déclaré confiant quant à la finalisation de tous les projets pour lesquels la Banque africaine de développement a été sollicitée. Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère des Finances, Mme Mariam Hamadou, a relevé que l'exécution des divers projets de développement qui s'insèrent dans le cadre de la vision de Djibouti à l'horizon 2035 vont transformer le pays économiquement et permettront de réduire considérablement le chômage. Et vous l'entendrez dans les images que vous aurez dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, une réunion de coordination pour préparer la cérémonie d'inauguration de la zone franche et industrielle de Djibouti s'est tenue ce matin à l'Institut diplomatique. Et pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Donc, comme vous le dites, cette réunion préparatoire est un événement qui concernera l'entrée en service d'une zone franche et industrielle sur 600 hectares doit se dérouler début juillet. Il ne s'agit là que de la première partie de cette énorme infrastructure qui s'étendra au total sur 4820 hectares. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, aura le privilège d'inaugurer cette nouvelle zone franche. Plusieurs hauts responsables du département des affaires étrangères, de l'autorité des ports et des zones franches, des représentants des missions diplomatiques des agences onusiennes ont participé à cette réunion de coordination. La réunion a été co-dirigée par le directeur des affaires étrangères, Guelleh Idriss, et le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Hadi. En parallèle à l'entrée en service de la zone franche et industrielle, une foire commerciale sera organisée ainsi qu'un forum économique où l'on débattra des opportunités d'investissement sur la place de Djibouti et dans la sous-région en tant que porte d'entrée pour les pays de la sous-région. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Et justement, après la clôture de la réunion d'information et de coordination, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, est revenu sur la portée de cet événement. On l'écoute. Concerne d'abord l'inauguration de la zone franche industrielle de Djibouti qui sera inaugurée par son Excellence le Président de la République. C'est, comme vous le savez, une zone qui a une superficie de 4820 hectares et c'est la première phase de 600 hectares qui sera inaugurée, la phase pilote de 600 hectares qui sera inaugurée par son Excellence le Président de la République. Et en marge de ça, il y aura un forum économique, première édition à Djibouti, qui sera dans le futur un événement annuel et qui sera un forum économique pour le développement des infrastructures et de l'énergie en Afrique. C'est une conférence Chine-Afrique qui aura lieu aussi le même jour, le 5 juillet 2018. Et aussi également une exposition, une foire exposition qui va réunir les entreprises qui ont déjà pris des hangars et des terrains et qui vont commencer à produire dans cette nouvelle zone qui sera inaugurée par le président de la République le 5 juillet 2018. Également dans l'actualité, un atelier de formation en faveur des agents de la police nationale a débuté ce matin à l'académie de police Idriss Farah Abani. Cette formation est assurée par des officiers français
Elle porte sur divers domaines, à savoir le contrôle du territoire, le maintien de l'ordre public et la protection des personnalités importantes. Écoutons les propos d'un des formateurs. L'objectif de cette formation, c'est d'équiper les services de police de Djibouti de matériel qui permettent de faire de l'investigation numérique, c'est-à-dire qui permettent de rechercher des preuves dans tout ce qui est traitement numérique, ordinateur, téléphone et autres matériels de ce genre. Ça entre totalement dans le cadre de cet aspect de la cybercriminalité, c'est-à-dire de toute la délinquance qui soit utilise ces moyens numériques modernes, soit commet des infractions sur des moyens numériques. Les policiers djiboutiens auront un matériel et des compétences, ont déjà des compétences pour certains d'ailleurs, qui leur permettent d'investiguer dans les équipements numériques tels que les ordinateurs et les téléphones. À Sagalou, dans la région de Tadjoura, une jeune handicapée moteur atteinte également de surdité muette a bénéficié d'un important soutien du secrétariat d'État aux affaires sociales. Halima Mohamed Abdallah, âgé de 22 ans, a reçu un fauteuil roulant qui va l'aider dans ses déplacements, un don en vivres et des habits neufs à l'occasion des célébrations de la fête de la Eid al-Fitr. Halima Mohamed, totalement dépendante de ses parents pour survivre. Sa mère donc se démène pour elle depuis sa plus tendre enfance, alors que le papa est au chômage. Malgré ces difficultés, les parents n'ont jamais abdiqué pour apporter tout l'amour et l'attention nécessaires à leur enfant. Jusqu'à récemment, son existence était inconnue du grand public. Elle a été découverte par un jeune enseignant, Laïta Cheikh Mohamed, qui a soulevé son cas au ministère de la Femme et de la Famille et au secrétaire d'État aux affaires sociales. Et la jeune Halima n'avait jamais quitté son foyer à cause de son lourd handicap. Depuis que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour s'occuper des personnes à besoins spécifiques, les parents osent présenter les cas les plus lourds et solliciter de l'aide des institutions concernées. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Au Yémen, les combats se poursuivent à Hodeida, contraignant les civils à fuir en masse. Et Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Asma. Effectivement, donc la ville portuaire d'Hodeida au Yémen, cible donc d'une offensive de la coalition menée donc par l'Arabie Saoudite pour en chasser les Houthis, était hier encore le théâtre des combats acharnés. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU prévue dans la journée doit entendre le rapport de l'émissaire onusien Martin Griffiths envoyé à Sanaa. Celui-ci donc espère une reprise des négociations de paix au moins donc de juillet pour faire donc cesser les combats qui chassent de leur logement des milliers d'habitants. Pour l'instant, ce port stratégique n'a pas cessé de fonctionner. Et l'opération militaire, donc, le port d'Hodeida, se poursuivra à moins que le rebelle ne se retire sans condition, a déclaré à Dubaï le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères. Et une rencontre, Ahmad, est prévue aujourd'hui à Berlin entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron au sujet de la crise migratoire et du partage ou transfert entre pays de l'Union européenne, donc des migrants qui se trouvent sur le sol européen. Emmanuel Macron donc s'est rendu ce mardi à Berlin pour un conseil franco-allemand sur la crise migratoire en Europe. Effectivement, Angela Merkel et Emmanuel Macron voulaient au départ, Asma, élaborer une feuille de route sur la réforme de la zone euro, mais l'épisode du bateau l'Aquarius, qui n'a pu donc accoster ni en Italie ni à Malte avec ses 630 migrants à bord, s'est imposé donc comme sujet dominant. Le dossier est sensible surtout pour Angela Merkel, qui se trouve affaiblie politiquement sur cette question. La chancelière allemande doit compter avec l'aile droite de son gouvernement et en particulier avec son ministre de l'Intérieur qui exige un durcissement de la politique migratoire allemande, mais l'Union européenne est elle-même divisée sur la question. La réforme du système européen d'asile patine depuis près de 2 ans. Autre rencontre, Ahmed, mais cette fois, cette rencontre qui est intervenue entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour a pris au dépourvu la Corée du Sud et le Japon avec l'annulation de toutes manœuvres militaires.
Washington et Séoul donc viennent de confirmer la suspension d'exercices militaires. Dans une déclaration, donc, le ministère a indiqué que les autorités militaires des deux pays devraient suspendre toutes les activités de planification pour Ulki Freedom Guardian, un exercice de poste de commandement simulé par ordinateur qui est d'une nature défensive selon le ministère. La République populaire démocratique de Corée a condamné cette manœuvre comme une répétition générale pour l'invasion vers le nord. La décision de suspendre les exercices militaires est survenue à ce moment après que le président américain a déclaré à l'issue du sommet RPDC États-Unis la semaine dernière à Singapour qu'il mettrait fin aux exercices militaires provocateurs nord-coréens. Et vous nous emmenez en Russie, Coupe du Monde oblige, l'Angleterre qui s'impose sur le fil face à la Tunisie, la Belgique déroule face au Panama. La Tunisie n'est pas passée loin face à l'Angleterre, super favorite. Les Aigles de Carthage ont gardé la tête très haute à un but partout. La Tunisie a finalement encaissé un deuxième but à 2 minutes de la fin. Un but sur corner, son point faible. Les joueurs aux 3 Lions ont ouvert le score après 11 minutes de jeu avec une tête du capitaine Harry Kane avant que le Tunisien donc revienne à un partout à 35 minutes jusqu'à une deuxième tête de Kane, synonyme de délivrance pour les Anglais. Les Panaméens donc qui disputent la première Coupe du Monde de leur histoire s'accrochent, fait rare pour un favori en ce début de mondial. La Belgique a idéalement réussi son entrée en matière en battant facilement le Panama par 3-0 ce lundi donc à Sochi. Martens est imité donc par l'avant-centre Romelu Lukaku à 2 reprises. On pourrait presque reprocher au Diable Rouge d'avoir ensuite ralenti au lieu de chercher à marquer davantage contre la Marea Roja. La Belgique est bien là, bien sûr. Et l'avion avec les footballeurs de l'équipe saoudienne se serait enflammé en plein vol. L'équipe nationale de football de l'Arabie Saoudite a subi donc une grosse frayeur hier lors d'un vol en direction de Rostov-sur-le-Don. L'avion transportant la nation asiatique a en effet été victime d'une défaillance technique. La nouvelle a été rapprochée donc par la fédération saoudienne. Décollé à Saint-Pétersbourg pour la ville russe de Rostov-sur-le-Don, l'avion de la compagnie aérienne Rossiya transporter les membres de l'équipe nationale saoudienne a dû effectuer un atterrissage d'urgence après qu'un moteur ait pris feu. Peu après, il a été annoncé que l'avion s'était posé donc à l'aéroport à destination et la délégation de l'Arabie Saoudite a fait savoir que tous les membres de l'équipe étaient en sécurité, rappelant que la ville de Rostov-sur-le-Don accueillera le 20 juin prochain le match opposant l'Arabie Saoudite à l'Uruguay. Merci à Mohamed pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès ce soir à 22 h pour un nouveau journal. Passez tous un agréable après-midi.